Madame, Monsieur, bonjour. Que va nous annoncer le président de la République ce soir? C'est la question que, évidemment, tout le monde se pose. Une seule certitude, le confinement, lui, va durer. Dans les hôpitaux, le nombre de patients en réanimation décroît lentement mais régulièrement. Le professeur Jean-Daniel Chiche, spécialiste de médecine intensive, nous dira comment on peut interpréter cette légère décrue. Et puis si l'économie est sur pause, des Français, eux, sont au travail. Première d'une série de portraits avec aujourd'hui celui d'un menuisier. 13h à la maison, c'est comme chaque jour avec Jean-Pierre Pernaut. Et puis côté météo, ce sont les nuages qui passent en mode déconfinement. Voyons les prévisions d'Evelyne Delia. Ces nuages, ils seront de plus en plus nombreux cet après-midi de la Bretagne au centre et à l'Alsace avec quelques averses. Des averses aussi sur les Pyrénées et de la pluie près de la Méditerranée, surtout sur le Roussillon. Ailleurs, vous le voyez, un ciel plus lumineux et beaucoup de soleil, mais avec du vent au nord de la Seine. Et puis les températures, elles baissent un peu dans le nord-ouest. 11 degrés, pas plus cet après-midi à Cherbourg, 14 à Amiens, où il en faisait 24 hier, 16 à Rouen, mais encore 22 à Strasbourg, comme à Ajaccio, Clermont-Ferrand, 23 à Lyon et jusqu'à 24 degrés. C'est à Bordeaux et c'est aussi pour Limoges. C'est donc à 20h02, juste après les hommages aux fenêtres adressés au personnel soignant, qu'Emmanuel Macron prendra la parole sur TF1, bien sûr. Sa 4e intervention en un mois de confinement. Elle doit évidemment répondre à beaucoup de nos attentes sur les semaines qui viennent. Exemple de questions que vous vous posez. Elles ont été recueillies ce matin par Aurélie Herel et Lucas Garcia à Montpellier. Sur la place de la Comédie, les Trois Grâces sont les seuls à pouvoir prendre l'air sans restriction. Mais dans le centre, beaucoup d'appartements sans extérieur. Les habitants n'attendent qu'une seule chose, qu'Emmanuel Macron annonce le déconfinement. J'attends essentiellement qu'on puisse sortir, parce que c'est vraiment trop dur. Christelle ne peut qu'ouvrir sa fenêtre pour s'aérer un peu. Impossible pour elle de s'imaginer un mois de plus enfermée. Pas d'extérieur, un appartement pas très grand, j'ai vu personne depuis un mois. J'ai besoin de respirer, d'air et surtout, comme je vous disais, de voir des gens. Comme notre région est moins touchée que d'autres, certains espèrent ici un déconfinement plus rapide. Sur le plan des hospitalisés, etc., on pouvait se dire que peut-être, comme ils avaient parlé de déconfinement différencié ou différentiel, il est peut-être possible qu'il y ait des endroits où ce soit un petit peu assoupli, quoi. Voilà, maintenant, laisser la possibilité aux gens de sortir et pas faire n'importe quoi, c'est compliqué, c'est déjà un peu difficile au supermarché, quoi. D'autres attendent des réponses sur les mesures de précaution à mettre en place. Est-ce qu'on va pouvoir mettre des masques? Est-ce qu'il y en a pour les gens? Aujourd'hui, on ne sait pas où on en est dans les tests. Je trouve aberrant qu'en France, au mois d'avril, on ne fasse pas encore de tests à grande échelle. Ces deux sœurs, collégiennes et lycéennes, s'interrogent sur le retour en classe et le passage de l'oral de français. Pour l'oral, on ne sait pas du tout si ça aura lieu ou pas, puisque finalement, c'est plus à huis clos que quand on est tous ensemble. J'aimerais bien retourner au collège avant septembre, mais je pense que ça ne va pas trop être possible, puisqu'il suffit d'une personne qui puisse propager le virus. De nombreuses questions restent en suspens. À quand un second tour des municipales? Faut-il généraliser l'utilisation de la chloroquine? Ou encore, pourra-t-on partir en vacances cet été? Beaucoup de questions. Bonjour Alison Tassin, vous êtes en direct de l'Élysée d'où Emmanuel Macron s'adressera aux Français donc ce soir. Alors des annonces, vous l'avez entendu, très attendues en particulier sur la prolongation du confinement, Alison. Oui, et dans ce domaine, c'est un changement de stratégie que devrait opérer le chef de l'État ce soir. Fini la prolongation par tranche de 15 jours. Emmanuel Macron devrait fixer un cap à beaucoup plus long terme qui nous amènerait progressivement au courant du mois de mai. Emmanuel Macron qui se chargera ce soir d'une partie des annonces concrètes, mais toutes les réponses ne devraient pas être données ce soir. Ses ministres se chargeront du reste dans les jours à venir. L'important pour Emmanuel Macron, selon son entourage, c'est de projeter les Français au-delà du confinement, mais aussi d'insister sur le fait que l'effort n'est pas fini et doit se poursuivre. Emmanuel Macron, pour préparer cette allocution, a beaucoup consulté. La quasi-totalité de son agenda la semaine dernière a été consacrée à la préparation de cette allocution ce soir. Ce sera encore le cas aujourd'hui avec les présidents des assemblées, mais des membres de la majorité ont déjà averti le président de la République sur ce doute qui est en train de gagner les Français. L'un d'entre eux a même dit qu'il ne faudrait pas ce soir qu'Emmanuel Macron cherche à flatter le positif pour les Français. Merci beaucoup Alison. Réponse donc à partir de 20h ce soir. Entreprises, commerçants, artisans, professions libérales,
Tous se font énormément de soucis pour leur activité. Dans le tourisme, si le confinement doit durer, les conséquences seront dramatiques. Sur la Côte d'Azur, où beaucoup d'emplois sont en jeu, on s'inquiète déjà pour les vacances d'été. Vincent Capu et Didier Laborde. Les vacances de Pâques marquent habituellement le démarrage de la saison estivale sur la Côte d'Azur. Pas cette année. Des plages vides, des matelas et des parasols rangés, mais jusqu'à quand? Ce plagiste est inquiet. Il se demande à quoi ressemblera l'été 2020. J'ai 14 CDI qui sont sur le carreau. J'aurais dû embaucher 6 personnes de plus pour démarrer. Je suis très inquiet pour la saison à venir parce qu'on aura très peu de touristes étrangers, je pense. Et si on n'arrive pas à ouvrir, ça va être catastrophique pour nombre de plages qui ont que 4 mois pour vraiment travailler et faire la saison. Le secteur du tourisme est à l'arrêt. Confiné avec sa famille dans son établissement, cet hôtelier essaie de rester optimiste, mais pas facile devant des chambres vides. On gère que des annulations. Parfois, un petit rayon de soleil, on a une réservation pour 2021. Vous voyez, c'est assez difficile à cette période-là. Normalement, on remplit tout l'été. Nos trésoreries sont mises à mal et même avec le prêt de trésorerie qui nous fait tenir quelques mois, ça risque d'être très très douloureux. Pas un touriste dans les allées de ce camping, c'est inédit à cette époque de l'année. La propriétaire ne sait pas quand elle pourra rouvrir. Elle s'inquiète aussi des conséquences économiques de cette crise sanitaire. Ça va être dur, très dur pour beaucoup. Toutes les petites entreprises comme la nôtre, que ce soit touristiques ou qui découlent du tourisme, ou même toutes les autres petites entreprises, les petites PME et tout, ça va être terrible. Et moi, c'est ce que je crains, c'est l'après. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, le tourisme, c'est 150 000 emplois et 20 milliards d'euros de recettes par an. Cette année s'annonce particulièrement difficile. Tous les professionnels redoutent une saison au ralenti. Autre contretemps de retour précipité à Toulon, les marins du Charles de Gaulle sont en cours de transfert vers des lieux où ils seront confinés 2 semaines. À bord du porte-avions, c'est vrai, 50 cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui avait provoqué le retour anticipé des 1900 membres d'équipage. Sur place, Linda Huré et Philippe Fontalba. Dans la rade de Toulon, ce matin, les navettes ont repris pour transférer les marins du Charles de Gaulle dans leur lieu de quatorzaine. Objectif, limiter au maximum les risques de contamination. Dans cette école militaire de Saint-Mandrier, par exemple, des centaines de marins du porte-avions vont être confinés durant 14 jours sous surveillance médicale. Ce qui est certain, c'est qu'un dépistage de l'ensemble des marins est prévu pendant le confinement. Notre objectif, c'est vraiment, encore une fois, la protection des marins, l'accompagnement des familles, la protection des familles, mais aussi la protection des Français. Confinement strict, les 1900 marins arrivés hier à Toulon ne peuvent pas être en contact physique avec leur famille. Tout est bien organisé, je n'en sais pas davantage, mais je suis très sereine et très confiante, oui. Les premiers marins qui ont quitté le Charles de Gaulle hier sont ceux qui présentent des symptômes ou qui ont été testés positifs au Covid-19, soit une 50aine de cas déjà détectés il y a quelques jours sur le porte-avions. Tous sont pris en charge par des médecins et certains ont même été transférés à l'hôpital militaire de Toulon. C'est le cas du mari de cette jeune femme qui présente de nombreux symptômes. Il a eu des maux de tête, des courbatures et là maintenant l'odorat et le goût commencent un petit peu à disparaître. Ça me rassure énormément parce qu'il est à côté, donc c'est très bien. Quant aux marins qui sont encore sur le Charles de Gaulle, leur transfert devrait se poursuivre aujourd'hui vers leur lieu de quatorzaine à Toulon ou sur des sites militaires alentours, afin de permettre le plus rapidement possible et dans les jours qui viennent la désinfection totale du porte-avions. En Europe, l'Espagne reste la plus touchée avec 165 000 cas déclarés. Depuis 2 bonnes semaines, maintenant, le pays était quasiment à l'arrêt avec un confinement parmi les plus stricts au monde. Aujourd'hui, il se dessert un peu. Les professionnels, même dans les secteurs non essentiels, sont de nouveau autorisés à sortir travailler. Un assouplissement accompagné d'une vaste opération de distribution de masques. À Madrid, Charles Divot et Rémi Cadoret. Malgré les apparences d'un Madrid presque vide, le retour à un semblant de normalité s'organise en Espagne. Pour mettre fin à son hibernation, le pays a décidé de sortir les grands moyens. Monsieur, s'il vous plaît, prenez un masque. Depuis ce matin, dans le métro madrilène, tout le monde se voit offrir un masque avant de rentrer dans la rame. C'est une très bonne mesure, vu qu'on n'a pas de masque et que les stocks sont épuisés. C'est vraiment ce dont on avait besoin. Policiers et membres de la Croix-Rouge sont mobilisés. Au total, 10 millions de masques doivent être distribués sur l'ensemble du territoire.
En 1 heure, on en a distribué plus de 100 chacune. Une mesure de précaution, alors que l'Espagne, après 20 jours d'inactivité totale, a décidé d'assouplir les règles de son confinement. 3 millions d'employés peuvent reprendre aujourd'hui leurs activités si le télétravail est impossible. Au début, c'est gênant d'avoir un masque, mais si c'est la seule manière de reprendre le travail, alors il faut l'accepter. Mais ces masques sont exclusivement réservés aux usagers des transports publics. Les Espagnols qui peuvent aller travailler en voiture ou à pied n'y ont pas accès. Chacun doit donc s'organiser. Les pharmacies prises d'assaut pour trouver à tout prix un masque. On ne vend que des masques. On nous appelle pour les réserver. Entre 5 et 10 000 masques depuis le début du confinement. Mais selon le gouvernement, c'est avant tout aux entreprises de s'organiser pour protéger leurs employés. C'est le cas sur ce chantier qui vient de reprendre. On a des gants, des masques et surtout on respecte la distance de sécurité. Un équipement et des gestes barrières plus que nécessaires, alors que l'Espagne reste aujourd'hui le pays européen le plus contaminé par le coronavirus. En Italie, d'abord une belle image pour la fête de Pâques. Le ténor Andrea Bocelli a offert une prière chantée, seul, au cœur du Duomo à Milan. Une initiative très belle et très suivie sur les réseaux sociaux italiens. L'Italie où les chiffres donnent tout de même de l'espoir, avec un nombre de décès encore important, mais en baisse régulière là aussi. La ville de Bergame, au cœur de l'une des régions les plus touchées, a dû transformer des hôtels en hôpitaux pour permettre de libérer des lits. Jérôme Garot, Maud Gatino et Lorenza Pensa ont passé ce dimanche de Pâques dans l'un de ces hôtels-hôpitaux. Installation de briques et de brocs pour une messe de Pâques improvisée. Aux fenêtres de cet hôtel, il n'y a que des malades du coronavirus, transférés ici pour soulager les hôpitaux. Nous sommes à Bergame, épicentre de l'épidémie en Italie. Nous avons le devoir de garder l'espérance. Joyeuse Pâques et bon rétablissement à vous. Beaucoup de ces gens ont perdu des proches. La première femme que j'ai rencontrée ici a perdu son mari et son fils de 54 ans. Et elle-même est malade. Beaucoup ont vécu des choses dures ou ont perdu des proches. Moment de réconfort dans cette Italie du Nord très pratiquante. Bonjour à vous et merci. À l'intérieur de ce bâtiment, tout le personnel de l'hôtel est parti, remplacé par des infirmiers. Ce jour-là, distribution des œufs de Pâques. Nous accompagnons les soignants. On a tout un équipement à mettre pour prendre toutes les mesures de sécurité, puisque maintenant on va rentrer à l'intérieur de l'hôtel pour rencontrer les pensionnaires. Faites attention, ne touchez ni les meubles ni les murs. 90 patients à visiter. Joyeuse Pâques! Oh, merci beaucoup. C'est tellement gentil. Tous sont en voie de guérison, avec le sentiment de revenir de loin. J'ai eu le malheur de voir plusieurs voisins de lit mourir quand j'étais à l'hôpital. C'est assez dur. Je suis passé en réanimation, c'est comme si on m'avait accordé une seconde vie. Je suis heureux d'être sauvé. La tournée se poursuit toute la matinée. Quelques mots pour rompre l'isolement en ce jour de Pâques. Ces patients sont encore contagieux. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. J'ai un petit garçon de 16 mois. Ça fait 4 semaines que je ne l'ai pas vu. Il commence à faire des choses nouvelles. Au bout de 14 jours, la plupart de ces pensionnaires pourront repartir chez eux. Mais il y a aussi des rechutes. À la fin de notre tournage, cette ambulance vient chercher une femme que nous avions rencontrée plus tôt. De nouveau, elle a du mal à respirer et doit repartir à l'hôpital de Bergame. Voyons pour la France maintenant. Pour le 4e jour consécutif, le nombre de patients en réanimation à cause du coronavirus est en baisse, je vous le disais. Il atteint encore 6 883 cas, 265 de moins depuis le 8 avril. Bonjour professeur Jean-Daniel Chiche, vous êtes chef adjoint du service de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris. Comment faut-il interpréter cette baisse lente et régulière du nombre de patients en réanimation ? Écoutez, je crois que ce qu'on observe aujourd'hui, ce sont les effets positifs du confinement. On
On est maintenant à plus de 3 semaines de confinement et je crois que clairement c'est cet effet-là qui explique la baisse du nombre d'admissions en réanimation et quelques patients qui sortent de nos services. Ce qu'on voit bien, c'est que les durées d'hospitalisation de ces patients, notamment ceux qui sont sous assistance respiratoire, sont très très longues. Si on est à un plateau, il faut vraiment prendre en compte le fait que ce plateau va rester très très haut et qu'il va rester une vraie tension sur ces services dans les jours à venir. Alors professeur, chaque jour dans tous les médias, c'est la litanie des chiffres d'admission à l'hôpital, de réanimation, comme on vient de le dire, et aussi de décès. Lesquels sont selon vous les plus significatifs pour mesurer l'évolution de l'épidémie ? Je pense que avoir un œil sur le nombre d'admissions en réanimation et sur le flux, c'est-à-dire que regarder la différence entre les patients qui rentrent en réanimation et ceux qui sortent de réanimation, il faut dire qu'on ne sort pas simplement en réanimation à cause de décès. Il y a des gens qui sortent de réanimation, heureusement, pour aller dans des services de médecine et poursuivre leur réhabilitation. Je pense que ça reste un indicateur très très important, probablement plus important que le simple nombre de décès qui, comme vous le savez, mélange les décès à l'hôpital, les décès dans les EHPAD et éventuellement même les décès avant l'admission à l'hôpital. Professeur, qu'est-ce que vous attendez de plus urgent des mesures qui seront annoncées par le président de la République ce soir ? Écoutez, on a l'œil évidemment sur ce qui va être annoncé en termes de durée de confinement et on serait déçu évidemment si l'annonce ne se faisait pas avec un maintien du confinement qui commence à vraiment apporter ses fruits. Évidemment, ça ne va pas suffire et on aimerait, et on n'attend pas ça pour ce soir, avoir une idée bien précise de la stratégie de déconfinement qui va avoir à mon avis, une influence très importante, non seulement sur la reprise de l'activité dans ce pays, mais aussi sur la façon dont on va pouvoir réorganiser l'hôpital et réorganiser les soins critiques, parce qu'il faut bien voir que pour faire face à cette augmentation nécessaire de la capacité en réanimation, on a complètement démonté l'hôpital, réorganisé l'activité et qu'il y a aujourd'hui des patients qui ont besoin de soins urgents, de soins chirurgicaux et médicaux urgents et qu'il va falloir réaugmenter à nouveau les capacités d'accueil pour ces patients-là qui ne sont pas infectés par le Covid mais qui ont néanmoins besoin de soins critiques. Merci beaucoup, professeur Jean-Daniel Chiche. Alors, n'oublions pas de dire aussi que le Covid, on en guérit. 27 000 personnes hospitalisées à ce jour ont déjà pu rentrer chez elles. Et c'est le cas du premier des 12 patients corses évacués le 22 mars dernier par la Marine nationale. Il est rentré chez lui près d'Ajaccio après un peu moins de 3 semaines d'hospitalisation à Marseille. Patrice Roubaud et Philippe Pelletier l'ont rencontré. Moi, je ne risque plus rien, toi tu risques rien. Ces retrouvailles en famille, loin des gestes barrières obligatoires, sont aujourd'hui possibles pour Michel Mourachol, guéri du Covid-19. Souffrant de diabète, greffé d'un rein, du pancréas, il est contaminé à la suite d'une hospitalisation. Le 22 mars dernier, il est transféré sur Marseille dans un état grave par le Tonnerre, bâtiment de la Marine nationale, avec 11 autres malades. J'avais 41 dixièmes de température, je toussais énormément, j'avais les poumons, j'étais vraiment pris. D'ailleurs, ils étaient pris à 80%. Et j'avais quand même, malgré ça, j'avais quand même la niaque de me battre. Comme j'ai dit, j'aime trop de monde, je ne peux pas partir. J'ai eu peur tous les jours, chaque minute, chaque seconde. J'essayais d'appeler plusieurs fois par jour pour être sûr. Il y a des moments où il ne répondait pas, donc l'angoisse monte encore plus. Arrivé dans les hôpitaux marseillais, il bénéficie du traitement du professeur Raoult. Du moment où ils ont appliqué le cachet, la chloroquine, donc ça a commencé à venir dans l'ordre. J'ai diminué, je toussais beaucoup moins, j'avais moins de température. Bon, après, quand même, j'étais obligé de me donner un cachet pour le cœur, parce que l'effet indésirable, je dirais, ça portait un peu sur le cœur. Donc, d'ailleurs, je le prends encore maintenant, et je pense que je vais le prendre encore pendant quelques années. Mais bon, ça m'a sauvé. Dès que la fièvre a commencé à baisser, on a commencé à espérer. Enfin, moi, personnellement, en tout cas. Et aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est quoi? Je suis contente. Je suis contente qu'il soit là, qu'il ait retrouvé les siens.
Ouais, c'est le plus beau cadeau. Si Michel sourit à nouveau, celui-ci souhaitait avant tout remercier les soignants, qui sont aujourd'hui pour lui les premiers héros face à la maladie. Une question essentielle. Où en est-on des tests de dépistage qui, on le sait, font partie de la solution du futur déconfinement ? Bonjour Caroline Veil. Alors, beaucoup d'essais sont en cours, vous le savez, à commencer par un nouveau test salivaire qui serait plus rapide. Eh bien oui, c'est le dernier en date, Jacques. Il s'agit d'un petit tube dans lequel on va tremper dans un réactif une languette en plastique qu'on aura au préalable passée sous votre langue. Et en chauffant ce tube à 65 degrés, eh bien, il change de couleur si vous avez été infecté. Et le résultat est disponible en 30 minutes. Alors, bon, il faut maintenant s'assurer de sa fiabilité. Donc, un essai clinique vient d'être lancé au CHU de Montpellier sur 180 personnes. Et il promet des résultats à la fin du mois. Parce que vous savez, aujourd'hui, tous les laboratoires s'activent pour diminuer le temps de ces tests. Pour les fameux tests dans le nez, on parle de peut-être bientôt 1 heure au lieu de 3. Et vous savez qu'aujourd'hui, en France, on a un problème de capacité puisqu'on atteint péniblement 12 000 tests par jour. On espère passer à 50 000 d'ici à la fin du mois. Ça, c'est pour diagnostiquer les gens malades. Mais il y a une autre sorte de test qui va devenir primordial, les fameux tests sérologiques dont vous parlez si souvent. Ceux-là, ils permettent d'identifier les personnes guéries et qui sont immunisées. Mais là encore, ces tests ne sont pas encore homologués, mais ils seront indispensables pour le déconfinement. Et oui, ce sera important parce que ce sont sans doute les premiers à être déconfinés. Le jour venu, on n'y est pas. Merci non. Caroline. Je voudrais vous parler à présent des infirmiers et infirmières libéraux. Ils sont plus de 120 000 en France, principalement des femmes, hors des hôpitaux. Elles doivent aussi faire face à l'épidémie, bien sûr. Vincent Ditch et Vincent Rucli ont suivi la journée de l'une d'elles à Montigny-lès, en Moselle. Il est 5h30, Sandrine Bardeller commence sa tournée. Comme elle le fait depuis 19 ans qu'elle est infirmière libérale à domicile. Vous avez passé une bonne nuit ? Elle suit certains de ses patients depuis plusieurs années, d'autres juste le temps de quelques soins. 30-35 le matin, ça va varier, et puis une vingtaine l'après-midi. Des diabétiques, quelques aides à la toilette aussi, ça va être des pansements. Sa motivation, ce sont d'abord ses patients qui la lui apportent. Mais c'est à nous à vous soutenir aussi. Ah, mais vous nous soutenez, vous restez à la maison, nous ça nous va bien. C'est juste que j'aimerais bien, c'est qu'elles aient le matériel qu'elles ont besoin. Parce que le matériel, je pense qu'il manque. Un mois après le début de la crise, c'est toujours sa principale difficulté, avoir le matériel nécessaire, notamment les masques, pour éviter toute contamination. Moi, j'en ai eu 4 la semaine dernière pour une semaine. À savoir qu'il nous en faut 2 par jour au minimum, quoi. Sa surblouse de fortune a été fabriquée par sa belle-mère, mais elle est indispensable pour suivre les malades du Covid, comme Roger, 92 ans. Vous gardez toujours le masque, pour l'instant. Oui. On vous dira quand est-ce que vous pourrez l'enlever. Donc, on a des paramètres en plus qu'on ne surveille pas habituellement. La fréquence respiratoire, la température, la toux. Avec une petite reconnaissance de l'État. Par passage, on a une petite prime de 5 €. Voilà, c'est bien, mais pour risquer sa vie, on se dit... voilà. Car il y a aussi les coups durs, comme sa voiture fracturée il y a 15 jours pour tenter de lui voler du matériel. Et sa famille qu'il faut préserver au maximum, malgré la volonté de continuer à soigner. Elle voulait aller à l'hôpital pour aider. On était un peu réticents quand elle a parlé de ça. Un peu beaucoup. Ouais, un peu beaucoup, ouais. Mais après, on est quand même super fiers d'elle parce que je pense que pas tout le monde serait capable de faire ça, d'aller soigner des gens, risquer sa vie. Du coup, c'est un peu comme un exemple. La récompense, ce sont aussi les patients comme Monique, guérie après 2 semaines de soins intensifs. Mais j'avoue, vous êtes la première à sortir de l'hôpital. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau et on voit enfin le bout du tunnel, enfin. Comme tous les autres soignants, au-delà des applaudissements quotidiens, Sandrine espère que le gouvernement reconnaîtra enfin son métier à sa juste valeur. Difficile en France de sortir de la pénurie de masques, de blouses, de gel hydroalcoolique. Pourtant, de nombreuses entreprises ont détourné leur production pour parer au plus pressé. Et c'est le cas à Saint-Onant, dans le Finistère, où un fabricant de cosmétiques produit maintenant du gel depuis déjà 6 semaines. Antoine Magnan et Julien Desniel. Il y a encore 6 semaines, des produits cosmétiques sortaient de cette unité de production. Mais face à la demande de gel hydroalcoolique, l'activité a été partiellement modifiée. Là, on est dans la salle de conditionnement, où d'un côté, on a les solutions hydroalcooliques qui ont été fabriquées récemment. Nous avons reçu notre stock de flacons. Et donc là, on va conditionner tous les flacons directement en conditionnement automatique. Et actuellement, on conditionne 15 000 flacons par jour.
Lors du lancement de la production, les matières premières manquaient cruellement. Aujourd'hui, il est plus facile d'obtenir des flacons, de l'alcool ou encore de l'épaississant. On était capable de rien promettre parce qu'on ne savait pas du tout ce qui allait vraiment arriver par rapport au packaging, par rapport à l'alcool, etc. Maintenant, les livraisons sont assurées par les fournisseurs et donc maintenant, ça nous permet de pouvoir garantir au client qu'il recevra bien ses produits. Seul le gélifiant reste compliqué à obtenir. Alors, non loin de là, dans le laboratoire, cette chercheuse travaille à concevoir des solutions alternatives. On développe de plus en plus de lotions, ce sera la même efficacité. La différence, c'est au niveau de la quantité de produits délivrés en fait, parce qu'avec un spray, la quantité de produits est beaucoup plus faible, donc il ne faudra pas hésiter à en remettre et à en mettre plusieurs fois. En plus d'un mois, 150 tonnes de solutions hydroalcooliques ont déjà été produites. La majorité est ensuite envoyée vers les pharmacies et les hôpitaux alentours. Une bonne nouvelle pour les petits producteurs qui manquent de débouchés, on le sait. Hier, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a encouragé les communes à rouvrir des marchés, sous réserve bien sûr d'y faire respecter les règles sanitaires. Sur celui de Saint-Pierre-sur-Dive, dans le Calvados, Guillaume Torel et Antoine Santos. Retrouver son marché est un soulagement. Après 2 semaines de fermeture, les habitants sont ravis de revoir les commerçants dans les rues. On est quand même à une demi-heure, 3/4 d'heure de Caen, de Lisieux, des grandes villes. Donc beaucoup de ruraux. Donc c'est important un marché pour des ruraux parce que les gens ils s'approvisionnent que sur le marché en général. Et ils font confiance qu'aux agriculteurs. Ça ramène un peu de vie et puis le problème aussi c'est que les commerçants au moins ils peuvent reprendre un peu de leur service. Un plaisir partagé par les commerçants. Ce fromager a perdu 50% de son chiffre d'affaires. Sans marché, c'est son entreprise qui était en danger. Habituellement, j'ai 6 marchés la semaine. Là, actuellement, on est à 3 marchés la semaine. On a été pendant 1 semaine et demie à 0 complètement. C'est un soulagement. Un soulagement déjà pour notre marchandise, pour notre clientèle. Même situation pour cette productrice. 2 de ses 5 marchés ont fermé. De quoi lui faire perdre 40% de son chiffre d'affaires. Il y a quand même un peu de perte, parce qu'il n'y a pas la clientèle habituelle, il n'y a pas les ventes habituelles, parce qu'on a encore malheureusement certains marchés qui sont fermés, et là apparemment les maires ne veulent rien entendre parler. Pour la réouverture du marché, le maire n'a pas eu à se battre. Une fois la préfecture assurée du respect des consignes de sécurité. Ça n'a pas été compliqué. La demande elle a été faite à la préfecture et je peux dire que 2 jours après, j'ai une réponse favorable. C'est vital et je souhaite aussi, pour une raison économique, de retrouver ces marchands après cette crise. Dans les semaines à venir, 2 autres marchés devraient rouvrir près de Saint-Pierre-sur-Dive. De nombreux Français, peut-être vous d'ailleurs, sont aujourd'hui au chômage partiel ou en télétravail, mais d'autres n'ont pas le choix. Ils doivent aller au travail malgré le confinement. Chaque jour, désormais, nous vous présenterons l'un de ces métiers à travers un portrait. Aujourd'hui, c'est Aurélien Pion. Il est menuisier à l'Espar-Médoc en Gironde et entre les règles sanitaires à respecter, les clients confinés, la difficulté de se fournir, l'organisation de son entreprise est complètement chamboulée. Grégoire Guisteau, Christophe Deveau l'ont rencontré. À Montalivet, dans le nord du Médoc, Aurélien termine tout juste cette maison en bois. Les finitions sont arrivées pendant le confinement. Donc heureusement le matériel on l'avait. C'est les clients par contre, qui sont à Toulouse et que pour l'instant ils ont eu que des photos. Ces dernières semaines, ce menuisier a dû repenser entièrement le planning prévisionnel de son entreprise. On ne peut pas faire tous les chantiers. Donc tout ce qui est personnes âgées, du coup on ne prend pas de risque. Donc on perd un peu de temps, on fait des maisons secondaires, c'est compliqué, mais on arrive à travailler quand même et on n'a pas le choix. Car même si son affaire est solide, après 13 ans d'existence, cet artisan emploie en tout 7 salariés à temps plein. Ensemble, ils ont décidé de ne pas avoir recours au chômage partiel. Ils nous disent qu'ils nous repousseraient les charges, mais elles seront cumulées et on devrait les régler avant la fin de l'année, donc c'est pire. Alors au travail, chacun essaye de respecter les règles de sécurité, mais pas facile de tenir ses distances sur un toit d'immeuble. Déjà on porte tous des gants, donc ça c'est le principal. On essaie de ne pas se croiser, on essaie de garder nos distances. On respecte, je sors pas le week-end, rien. Ça fait un peu peur quand même parce qu'il y a beaucoup de morts, mais faut attention quoi. Reste le souci de l'approvisionnement. Là vous aviez du stock un peu d'avance ? Ouais, très peu, on va dire surtout du bois, du méranti, du bois rouge exotique pour fabriquer les volets. Aujourd'hui, c'est compliqué de se rapprovisionner, donc j'avais fait un peu de stock. Et ce matin-là, heureusement, un fournisseur, attendu depuis 15 jours, assure enfin sa livraison. Les chauffeurs comme Alain
reprennent peu à peu le travail sur la base du volontariat. Les gens ils comprennent maintenant, ils prennent des distances de sécurité, je suis rentré dans les mœurs maintenant. Au début ils faisaient pas gaffe, mais maintenant il faut attention. Malgré tous ces efforts, Aurélien a fait ses calculs. L'artisan prévoit d'ores et déjà une baisse de chiffre d'affaires d'environ 15%. Dans les champs aussi, il n'y a pas de confinement qui tienne. Il y a 3 semaines, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, avait d'ailleurs appelé à former une grande armée de l'agriculture, je le cite, pour aider les producteurs privés de leurs saisonniers habituels. Et près de 240 000 volontaires ont proposé leur service. Certains sont d'ailleurs déjà à pied d'œuvre, comme à Sigolsheim, dans le Haut-Rhin, où la récolte des asperges bat son plein. Marine Chaise et Laurence Claude-Pierre. Ils travaillent dans les champs depuis 6 heures ce matin. Dans la vie, ces cueilleurs sont ouvriers, livreurs ou encore pisteurs en station de ski. Aujourd'hui, au chômage technique, ils sont une quinzaine à prêter main forte. Moi, je me suis montré solidaire, motivé. Je me suis dit, au lieu de rester à la maison, je vais venir ici, travailler ici. C'est peut-être aussi un peu un moyen de ne pas rester à la maison et regarder la télé toute la journée. Une aide vitale pour la survie de l'exploitation. À cause du coronavirus, la moitié des saisonniers habituels n'a pas pu venir cette année. Ces volontaires sont payés au SMIC. Il leur faut près d'une semaine de formation pour être opérationnels. Tu longes ta gouge, tu coupes l'asperge et tu la sors pour qu'elle ait au minimum 25 cm de long. C'est dur. On ne s'imagine pas quand on les cuisine que c'est aussi dur de les cueillir. Ce cuisinier devra quitter les champs fin avril pour reprendre son emploi. Aujourd'hui, les producteurs peinent à trouver une main-d'œuvre disponible jusqu'à la fin de la récolte mi-juin. Il faut recommencer au début et recommencer à reformer les gens qui ne sont pas forcément opérationnels tout de suite. Donc ça nécessite beaucoup d'implication humaine et de temps. Et les besoins de main-d'œuvre ne sont pas seulement dans les champs. Les bonnes volontés sont aussi recherchées pour trier les asperges et assurer la vente. 1,2 kg ? Étudiante, Félicie alterne entre ses cours en ligne et son nouveau petit boulot. Moi, je me suis dit, préfère aider un petit peu les agriculteurs, puis à côté me faire des sous pour une année d'études à l'étranger. La productrice a reçu 350 candidatures. Touchée, elle espère avoir le même engouement pour la saison des fraises le mois prochain. En cette période de vacances de Pâques, beaucoup d'enfants auraient dû aller chez leurs grands-parents. Impossible à cause du confinement. Alors les familles se sont adaptées. Reportage à Meudon-la-Forêt en région parisienne de Christine Chapelle, Anthony Lebos et Olivier Cresta. Joyeux anniversaire Alia! Bravo ma princesse! Alia fête ses 4 ans. En temps normal, cela aurait donné lieu à une grande fête de famille, mais confinement oblige, la fête a lieu en visioconférence. Alia est très demandeuse de voir ses grands-parents. Donc le seul moyen pour elle de maintenir le lien, c'est d'activer les appels Messenger et les appels WhatsApp. La petite fille aurait dû aller chez ses grands-parents pour les vacances. Ça n'a pas été possible et ça lui manque. Tu voudrais voir qui? Papy et mamie. Parce que papy, qu'est-ce qu'il donne? Des barres au chocolat. Aux grands-parents aussi. Vous auriez dû les avoir avec vous en vacances, normalement. Ah oui, ça c'est une grosse déception. Mais la fillette a compris pourquoi elle devrait passer son anniversaire toute seule avec maman, sans sortir. Pourquoi on ne peut pas sortir, Alia? Tu dis à madame? Puisqu'il y a le méchant microbe. Du coup, toute la famille s'est mise aux nouvelles technologies pour garder le lien. Mes filles ont créé un groupe où on peut s'appeler simultanément. Donc voilà, puis on se donne des nouvelles très souvent, quasiment quotidiennement. On a des nouvelles. Maman l'a promis, lorsque le méchant microbe sera parti, toute la famille se retrouvera pour faire une grande fête dehors. Et heureusement pour vous, les enfants, les cloches, avant de partir, avaient obtenu une dérogation pour pouvoir s'envoler. Mais cette année, elles ont parfois eu un peu de mal pour cacher les œufs. Certains avaient même une drôle de tête. À Vaugneray, dans le Rhône, Gaël Charnet et Eric Napi. Allez, c'est parti. Cela fait des jours qu'ils y pensent. Chez les Vidal, pas question de déroger à la tradition. Même si cette année, la chasse aux œufs n'a pas lieu chez les grands-parents, mais chez eux, avec des petits nouveaux qui ont fait leur apparition. On a voulu décorer des œufs qui sont adaptés au Covid-19. Et donc du coup, c'est un œuf avec un masque. Des œufs de circonstance et une fête de Pâques en petit comité.
D'habitude, on est au moins 25 pour Pâques. On se retrouve en général tous. Et c'est vrai que voilà, cette année, c'est différent. Et en même temps, on n'a pas du tout envie de changer nos habitudes. Il y a des difficultés, mais c'est important de marquer cet événement et de garder ça comme d'autres traditions, comme d'autres fêtes. Et c'est un moment joyeux. Justement, pour leurs 5 enfants, surtout les plus petits, la magie est là. Il y en a où Je sais pas, cherche. Ouvre tes yeux. Même si pour Jules, il manque tout de même quelque chose. C'est sympa, mais c'est moins bien que d'être tous entre nous, avec les cousins, les amis, les copains. Les débusquer tous, admirer la récolte et déguster. Bon. Bon, et on en mange quand même pas 3 tonnes maintenant? Sans oublier les grands absents. On n'est pas avec vous pour ramasser les œufs, mais la chasse a été productive. Les grands-parents si loin, si proches. C'est déjà une chance, c'est de pouvoir se voir. Pas avec les moyens actuels, mais on préférerait être avec vous autour de nous. Fêter Pâques malgré tout comme une parenthèse et mine de rien resserrer les liens. La famille, aux grands-parents. Sans téléphone, je ne sais pas ce qu'on ferait. Bonjour mon cher Jean-Pierre. 13h à la maison, 13h chez vous. C'est avec vous maintenant. Est-ce que les cloches sont passées dans votre jardin hier, Jean-Pierre ? Elles sont passées comme partout. Les œufs de Pâques, ça constitue, on vient de le dire, une vraie parenthèse dans ce confinement, dans beaucoup de familles. 28e jour de télé à la maison, on les compte. On entre dans la 5e semaine de confinement. C'est pénible beaucoup, mais c'est rien à côté de la barre des 15 000 morts qui devraient être franchis ce soir en France. On suit toujours l'Italie à une semaine de décalage. Donc on attend tous impatiemment l'allocution du président ce soir, confinés dans des maisons, dans des appartements, mais aussi dans des bateaux, des péniches sur les bords de Marne ou les bords de Seine. Une sorte de retour à la nature constaté très tôt ce matin par Dominique Lagrousse-Ampère et Frédéric Mignard. Un lundi de Pâques, au lever du jour, sur les bords de Marne. Ça donne envie de murmurer. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Et au fil de notre promenade, qui nous mène sur les quais de Seine, ces quelques mots. Restez à la maison, la vie est belle. En avril, ne te déconfine pas d'un fil. Bonjour. C'est Alice qui en a eu l'idée. On a vu les affiches là. C'est vous? C'est moi. Alors en fait, je me suis dit que ce serait une bonne idée de partager un peu de bonne humeur et de bons conseils pour les gens qui passent devant les péniches. Le confinement, un retour aux sources pour prendre le temps d'écouter cette nature qu'on a oublié de regarder. C'est le réveil des oies à 9h du matin parce qu'on est quand même beaucoup plus proche de la nature. Donc on a la Seine le matin où on se réveille avec la Seine très plate. C'est vraiment agréable, on a la chance d'être ici. Une famille réunie alors qu'elle était éparpillée entre études et travail juste avant l'annonce du confinement. C'est un retour aux bases, mais vu qu'on est tout le temps tous les 4, on est aussi obligé de trouver d'autres activités à faire. La dictée du confiné. Prêt? Partez. Un nouvel épisode de la dictée du confiné. Ça me rappelle l'école, parce que la dictée, j'en ai pas fait depuis l'école. Une vie de quartier au rythme du printemps avec le voisin d'en face. C'est dommage, il y a une canne qui pond là dans mon pot, c'est dommage que vous la voyez pas. Eh bien si, justement. Bonjour. Bonjour. On vient voir le voisin d'en face. Nous aussi, on prend le temps de venir la découvrir, cette canne. Votre prénom? Ludovic. Salut Ludovic. Salut, enchanté. Incroyable. Elle se laisse... Une canne qui couve sur le ponton d'une péniche en plein cœur de Paris. En journée, on entend vraiment tous les animaux qui sont là, c'est très agréable. Ouais. Avec les poissons, avec les oies, avec les canards, avec les cygnes, les cormorans, les mouettes, les grenouilles qui croissent la nuit. Non, c'est très agréable. Sans oublier le rituel quotidien pour ne pas les oublier. Pour tous ceux qui travaillent pour nous, qui nous aident, qui nous soignent et qui sont là pendant que nous, on est confinés. Encore un petit coup, on va applaudir pour eux. Avec Dominique, on prend toujours la vie du bon côté. Superbe reportage. Et on retient cette formule. En avril, ne te déconfine pas d'un fil. Avec le beau temps hier, en tout cas, tous ceux qui ont la chance d'avoir un jardin en ont profité. Dans les jardins familiaux également. Vous savez que la règle du confinement
a été assoupli pour eux, pas partout malheureusement et très curieusement, mais là où on peut y retourner, les gens sont ravis. C'est la saison des semis. On jardine en faisant attention, bien sûr, à Saint-Cyr-sur-Loire, en Indre-et-Loire. Antoine Defive et Pascal Chély. Salut Pierrot. Ça bouge ? Salutations, mais seulement de loin pour Daniel et ses amis jardiniers. Salut Yvon. En temps de confinement, quelques règles à respecter, chacun sa parcelle, seulement 2 heures par jour. On ne veut voir personne dans les allées en train de discuter. Donc les moments de convivialité, pour le moment, c'est terminé, on n'en parle pas. Aussi respecter les gestes barrières et toujours se munir impérativement de la fameuse attestation. T'es en train de faire les petits pois là ? Quelques contraintes, mais une situation inespérée pour André. Ça aurait été compliqué après pour tout remettre en place. Surtout pour en faire les semis et puis après comme les petits pois, on a jusqu'à fin avril pour les semis. Pouvoir respecter les périodes de culture et aussi entretenir son jardin, car la nature reprend vite ses droits. Du fait du confinement, j'ai pas pu venir au jardin régulièrement, j'ai pas pu nettoyer mon ail. Or l'ail n'aime pas du tout les mauvaises herbes. Donc j'essaie de rattraper maintenant le temps perdu. Mais c'est difficile, puis il faut être à 4 pattes. Là on sème les radis. Cultiver sa parcelle, une nécessité alimentaire, mais surtout un grand bol d'air que ces passionnés considèrent comme un vrai privilège. Beaucoup de jardiniers qui sont en appartement. Et en appartement, on a vite fait de tourner en rond pendant un bon moment. C'est pour ça que là, ça nous détend un peu aussi. Au moins, pendant 2 heures, on ne pense pas au corona. Visiblement, cette sortie exceptionnelle demeure aussi bénéfique pour les jardins que pour les jardiniers. Et il y a un mois, dans mon jardin, à propos de jardin, je vous avais offert quelques jonquilles. Et bien regardez, le temps passe vite, ça fait un mois, et maintenant c'est le lilas qui arrive. Je peux vous dire qu'il sent délicieusement bon. Tout à l'heure, on parlait des œufs de Pâques, mais il y a aussi d'autres traditions pour le lundi de Pâques. À Bessières, par exemple, c'est en Haute-Garonne. Tous les ans, il y a énormément de monde dans la rue. On fait une omelette géante pour tous les habitants. Cette année, pas d'omelette géante, chacun fait la sienne à la maison. On y va avec Pascal Michel et Gabriel Orion. À cette heure-ci, Bessières aurait dû être en ébullition. Des milliers de personnes réunies pour l'événement de l'année. C'est l'omelette, mais c'est annulé. La traditionnelle omelette géante du lundi de Pâques, c'est 60 litres de graisse de canard pour faire cuire plus de 15 000 œufs dans une très grande poêle sur la place du village. De très grandes poêles. Et vous avez la confrérie qui défile tout le long devant les commerçants qui arrivent et qui font l'omelette. Et vous avez tous les gens qui attendent. L'événement aurait dû fêter cette année son 46e anniversaire. Et pour la 2e fois de son presque demi-siècle d'existence, il a dû être annulé. Quand il le faut, il le faut. Sinon, il y aurait trop de gens les uns sur les autres. Je pense que c'est judicieux de ne pas la maintenir cette année, quand même. Il y a plus important, je pense. Après 4 semaines de confinement, les 4000 habitants de Bessières ont déjà appris la patience. Ça sera pour l'année prochaine. Vous qui êtes aux premières loges, vous êtes pas trop déçus ? J'étais bien là, mais là, cette année, bon, ça fait un peu de calme. Mais pas d'omelette géante ne veut pas dire pas d'omelette du tout. Viens ma fille, viens. À Bessières, la chasse aux œufs a commencé il y a déjà plusieurs jours. Voilà, mais aujourd'hui j'en ai 5. Tous les jours comme ça ? Tous les jours comme ça. Des œufs, on en trouve aussi chez Magali, la volaillère. Elle-même a bien l'intention de sacrifier à la tradition. Ce week-end, on est avec mon mari et les enfants, même s'ils sont grands. On va se faire une omelette flambée au rhum et on va chercher les œufs dans le jardin. Ça sera pas la grande omelette de Bessières, mais une petite omelette histoire de fêter le lundi de Pâques, comme à notre habitude. La mienne sera plus modeste, à peine 6 œufs, mais ce sera mon omelette Pascal à moi. C'est bien Pascal, bon appétit, confinement oblige, vous voyez qu'on sait adapter les traditions. Dans ce 13h à la maison, régulièrement on reçoit aussi des petits messages d'amis du journal de 13h. Aujourd'hui, message de la patronne du comité Miss France, qui vient tous les ans ou 2 ou 3 fois par an dans ce journal, Sylvie Tellier. Elle est confinée elle aussi, elle donne un beau conseil aux mamans qui nous regardent, écoutez-la. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous et vos proches êtes en forme et surtout j'espère que vous restez chez vous et que vous suivez toutes les consignes de sécurité imposées par ce confinement. Alors moi aujourd'hui j'ai une pensée pour toutes les mamans qui sont chez elles, qui travaillent et qui s'occupent de leur loulou, puisque j'en fais partie. On a des journées super musclées, donc les filles le soir profitez du moment où les petits sont couchés pour prendre un bon bouquin ou vous faire une séance de yoga. Il y a plein de choses de super abordables, de gratuits sur les Facebook et sur YouTube.
2. Donc une petite séance pour les débutantes et les confirmés. Ça fait du bien au moral et ça fait du bien au corps. Bon courage à toutes, je vous embrasse et à bientôt. Sylvie qui dialogue avec les anciennes Miss France tous les après-midi à 17h30 sur son compte Instagram en direct. Vous aussi, continuez à nous envoyer vos témoignages, vos petites vidéos sur ce que vous faites à la maison sur 13hmaison@tf1.fr. On en verra demain. Et puis, on continue notre tour de France des langues régionales avec Michel Izard. Aujourd'hui, restons à la maison en patois du pays de Bitch. C'est tout au nord de la Moselle. Ce patois, c'est le Platt rhénan, un cousin de l'alsacien, avec Joseph Sprunk de Wolminster. Bonjour miteinander. Es ist doch allerhand mit dem schönen Wetter im Bitcherland. Man muss daheim bleiben und da heißt, bleib daheim. Und das ist alles wegen dem Coronavirus. Wenn man spazieren will gehen, muss man noch ein Zettel ausfüllen und das Kreuz am richtigen Platz machen. Und dann noch mehr, man darf nicht wieder stehen wie Kilometer laufen und nicht länger wie eine Stunde. Wir sind sogar eingespannt im Bitcherland, denn die Deutschen haben die ganze Grenze zugemacht. Vergessen es nicht, bleibe daheim. Wir alles wegen dem Coronavirus, sonst kriegen wir. Bleibe gesund und ein schöner Gruß vom Bitcherland. Voilà Jacques, on va continuer à apprendre les langues régionales et si j'ai bien compris, on va avoir largement le temps de s'y mettre. Tiens, avant de vous rendre la parole pour la suite du journal, encore un peu de lilas. Il sent vraiment très très bon mon cher Jacques. Mais je le sens d'ici, ne croyez pas. Merci Jean-Pierre et à demain. On va aller tout de suite à la rencontre d'une famille qui vit elle aussi un drôle de confinement. C'est dans la Meuse, à l'ossuaire de Douaumont. Ce monument à la mémoire des soldats tombés pendant la bataille de Verdun est l'un des plus visités de l'Est de la France. En ce moment, il est fermé et c'est le directeur et sa famille qui ont pris en charge l'entretien de tout le site. Charlotte Gerbelot et Renaud Holsinger. Olivier ne tombe pas son gazon, mais celui de l'ossuaire de Douaumont. Avec sa femme et ses 2 enfants, ils sont seuls depuis le début du confinement. Tu coupes bien à la base, d'accord ? Là, juste en dessous. Là. Tu dégages un peu les cailloux, voilà, tu coupes à la base. Alors normalement, tous ces tâches-là sont faites par un chantier d'insertion. Et en fait, confinement oblige, ils ne peuvent pas venir, donc on fait ça en famille. Les agents d'entretien au chômage partiel, les enfants doivent aider leurs parents. Pour eux, c'est comme une récréation dans un lieu chargé d'histoire. On le fait un peu pour les morts qui sont là, qui ont combattu pour notre pays. À Pâques, près de 2000 personnes par jour visitent l'ossuaire et la nécropole. Le monument à la mémoire des soldats de la bataille de Verdun est fermé. Seul le chant des oiseaux résonne. Et lorsque les cloches sonnent, Olivier allume des cierges pour les 130 000 soldats de l'ossuaire tombés en 1916. C'est particulier parce qu'on est au milieu des morts, dans un silence presque pesant. On entend la nature, bien entendu, les oiseaux. Et en plus, on est seul, je suis seul, avec le monument. Et c'est ça qui est un instant privilégié. La famille continuera de veiller sur l'ossuaire en attendant la réouverture. Autre lieu très différent, mais anormalement désert en ce moment. La foire du trône à Paris. Elle devait ouvrir le 27 mars, elle a finalement été annulée. D'ordinaire, des dizaines de milliers de promeneurs se bousculent entre les manèges. Aujourd'hui, il ne reste que les forains et leurs attractions à l'arrêt. Thibaut Malandrin, Guillaume Aguerre et Arnaud Mansir. La foire du trône, vide comme jamais. En plein milieu des vacances de Pâques pour les Parisiens, la première fête foraine de France devrait normalement connaître son pic de fréquentation. Des cris, des rires. On fait du bricole ? On s'occupe. On fait de l'entretien ? Exactement. Le montage des manèges avait commencé lorsque la nouvelle du confinement, et donc le report de l'édition 2020, sont tombés. Depuis, les manèges sont à l'arrêt, et le train fantôme n'a jamais aussi bien porté son nom. La foire du trône, Karl, forain et fils de forain, y est chaque année depuis sa naissance. Il n'a jamais connu une telle ambiance. C'est un peu triste parce que nous on est habitués à voir ce lieu rempli de lumière, rempli de musique, rempli d'odeurs. Ici, les week-ends, ça peut monter à 80 000 personnes sur les gros week-ends. Alors évidemment, aujourd'hui, ça fait un peu vide. Son manège, le King, est une des attractions phares de la foire.
Karl avait investi 80 000 € pour commander des écrans géants et de nouveaux rails, restés bloqués à l'usine en raison du confinement. Cet hiver, on y avait fait une petite toilette. Vous voyez, tous les éléments qui sont blancs, on les a repeints cet hiver. Et ça, ça nécessite presque une tonne de peinture. Le confinement, les 200 forains et leurs familles autorisés à rester sur la pelouse de Reuilly le vivent eux aussi, à leur manière, dans leur caravane. Karl, sa femme et leurs 4 enfants sont assignés à résidence dans leur maison sur roue de 90 mètres carrés. Leurs parents sont inquiets. Ils ont beaucoup d'inactivité puisque pas d'activité, pas de travail, il n'y a pas plus d'école, il n'y a plus... Voilà, on attend. La double inquiétude des forains est celle de millions de personnes à travers le monde. La santé et l'avenir économique du foyer. Bah écoute, ça irait mieux si on n'avait pas des mauvaises nouvelles. La foire du trône, c'est 70% du chiffre d'affaires annuel de Karl. Ma plus grande peur, c'est de finir l'année avec une personne que j'aime en moins. Ça, c'est ma plus grande peur. Mais sorti de ça, si on a la chance de tous en finir, ma plus grande peur, c'est de mettre la clé sous la porte. Pour les courses, le plus pratique, c'est de se les faire livrer. Aujourd'hui, c'est au tour du boucher. À bientôt. À bientôt, merci. Le secret espoir des forains, c'est d'ouvrir quelques jours au public dans un avenir plus ou moins proche. Ce sera sans doute au-delà de la date initialement prévue de fin de cette édition 2020, le 24 mai prochain. On a l'espoir que lorsque les gens sortiront de confinement, ils auront besoin de venir s'amuser, ils auront besoin de venir rigoler et on voudrait être prêts parce que notre boulot, c'est ça, c'est d'amuser les gens. Espoir et générosité. Si la foire du trône devait rouvrir, les forains offriraient une journée gratuite aux soignants et à leurs familles. Avant de se quitter notre bol d'air quotidien, je vous propose aujourd'hui une promenade en Alsace, plus précisément à la volerie des aigles de Kinsheim. D'habitude, le mois d'avril marque le début de la saison, mais cette année, évidemment, pas un seul visiteur pour venir admirer les rapaces dans le Bas-Rhin, près de Célestat. Jacques Boivin et Laurence Claudepierre. Comme un balcon sur la plaine d'Alsace. En ce moment, c'est si calme que tous les châteaux évoquent celui de la Belle au bois dormant, mais celui de Kinsheim continue de vivre. Sur la plateforme là. Ouais. Donc ça c'est un vautour à tête blanche. Africain. Hop. Hey. Ce matin, c'est l'entraînement des vautours. Avec 60% du personnel au chômage technique, la volerie fonctionne à un rythme beaucoup plus zen. Suite au confinement, on a juste décalé les entraînements des oiseaux. C'est sûr qu'on a plus le temps, on est moins pressé. Et donc, on passe un peu plus de temps avec eux. Le calme ne semble pas perturber les volatiles. Il faut dire que d'habitude, ils se produisent devant des milliers de spectateurs. Mais cette saison inédite fixe ses propres règles. Et la météo n'est qu'un crève-cœur de plus. On devrait être ouvert depuis un moment déjà, on ouvre d'habitude fin mars, là c'est les vacances de Pâques, on devrait avoir beaucoup de monde, en plus il fait super beau, donc voilà, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. La nature se réveille, ou est moins dérangée, on va dire, peut-être par nous, par l'espèce humaine. Ici on voit pratiquement personne, donc on est à 1 kilomètre du village, mais on voit pas de promeneurs, pas de joggeurs, pas de vététistes. Petit à petit, les rapaces retrouvent leur marque. Après un hiver passé à l'abri, ils doivent retrouver leur forme et leurs ailes d'athlète, comme tous les sportifs. Par des jours gris, par des jours ensoleillés, par des jours de confinement, l'action physique doit être la quotidienne. Ce jour-là, Micro, c'est le nom du vautour, s'est senti pousser des ailes. En tout cas, il n'a pas hésité, plongeant dans la vallée, pour tenter les courants ascendants. S'ils lui sont favorables, ils peuvent l'emmener facilement jusqu'au Haut-Königsbourg. D'habitude si fréquenté, le majestueux vaisseau de grès rose semble lui aussi complètement figé. Un mot de la Bourse de Paris qui n'est ni en hausse ni en baisse puisqu'elle est fermée en ce week-end pascal. Voilà dans un instant la météo d'Evelyne Delia.
Sur LCI Canal 26, 18h, notez bien, David Pujadas abordera les enjeux de la prise de parole d'Emmanuel Macron à 20h02, je vous le rappelle. Et puis sur TF1, vous retrouverez Gilles Boulot à 19h45 pour un point sur l'avancée de l'épidémie, suivi de son journal de 20h avec cette allocution d'Emmanuel Macron. Avant de se quitter, on va rêver une dernière fois de voler comme un aigle. On aimerait bien en ce moment, vous comme moi. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.